Bonjour à tous, bienvenue au podcast Entreprise Curieuse. Je suis Johanna Battista du cabinet Hector Advisory et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de parler avec Laetitia Cuiro. Laetitia a commencé sa carrière dans un start-up spécialisé dans l'Open Innovation. Pendant 8 ans, elle s'est formée aux différentes méthodes d'innovation, mais aussi à une multitude d'outils digitaux. Il y a 2 ans, Laetitia a créé Educacia, un organisme de formation spécialisé dans l'innovation et la transformation digitale. Elle aide les entreprises à innover en créant des challenges d'innovation ayant pour objectif de former les collaborateurs et les étudiants sur des sujets comme l'IA, le growth marketing, la création de contenu et le web marketing. Bonjour Laetitia. Bonjour. Quand on parle d'entreprise curieuse, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Alors c'est une très bonne question. Pour moi, ça évoque quand même pas mal de choses. L'entreprise curieuse, c'est la première chose pour moi, ça serait déjà une entreprise qui a, on va dire, le courage d'aller vers quelque chose qui est du domaine de l'inconnu. C'est-à-dire d'aller vers quelque chose où c'est pas forcément très confortable, où on n'est pas spécialiste dedans et où on a envie d'aller découvrir justement qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut nous apporter, même si on n'a pas les compétences en interne dans l'entreprise. Ça peut passer par pas mal de choses, hein. Ça peut être avoir une ouverture déjà à ce que font d'autres entreprises, à essayer de comprendre c'est quoi l'innovation, c'est quoi la créativité, qu'est-ce qui se fait en ce moment sur le marché, au-delà de juste qu'est-ce que fait la concurrence, et pour essayer d'avoir les meilleurs tips, mais d'essayer d'aller voir aussi qu'est-ce qui se passe à l'étranger, qu'est-ce qui se passe dans des startups, dans des jeunes boîtes, dans des incubateurs. Pour moi ça serait ça, une entreprise curieuse, c'est une entreprise qui a envie de sortir un petit peu de sa zone de confort et d'aller découvrir des choses nouvelles. Ok. Et du coup concrètement, quels sont les signes qu'une entreprise fait preuve de curiosité? Alors les signes pour moi d'une entreprise curieuse, ils peuvent être vraiment multiples et diverses. On peut avoir déjà on va partir du plus classique au plus poussé, hein. Bien évidemment ça va dépendre aussi de la taille de l'entreprise, ça peut dépendre de ses moyens financiers forcément, mais ça va déjà être aller le plus simple, des formations par exemple aux nouvelles technologies. Là en ce moment on n'arrête pas de parler d'intelligence artificielle, je vois de plus en plus de personnes qui proposent des formations sur l'IA, sur ChatGPT, sur le prompt, sur comment créer une belle image, comment créer un site web, etc. Déjà la première étape, ça c'est pour moi d'avoir déjà cette curiosité d'aller voir qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça fonctionne, de se créer un petit compte, d'aller voir de regarder peut-être même des tutos, pas obligé de se prendre une formation sur un an en MBA pour savoir comment ça marche, mais de faire une petite formation d'une journée ou deux, c'est déjà assez intéressant, et ça permet de s'ouvrir à de nouvelles choses. Alors, moi je le vois assez régulièrement avec soit des clients que j'ai, soit des personnes avec qui je parle juste comme ça, parce que je suis assez fan de ChatGPT, je vais pas vous mentir. Et du coup je suis tombée dans la marmite comme tout le monde il y a à peu près 1 an et demi. Et puis après ça m'a amené à découvrir d'autres IA, d'autres outils, et quand je le montre à des personnes qui même encore aujourd'hui, quand on est dedans on a l'impression que tout le monde connaît, mais en réalité ça reste quand même un pourcentage très très minime en France, et dès qu'on le montre à des personnes donc c'est pas forcément le cœur de métier ou qui sont pas en start-up ou autre, c'est en mode c'est génial, mais c'est trop bien, mais je savais pas qu'on pouvait faire ça, mais c'est un gain de temps de dingue. Donc de s'ouvrir un tout petit peu l'esprit à ça peut permettre après à côté de découvrir quand même des choses qui sont assez fantastiques et de s'aider au quotidien. Autre chose, et ça c'est un truc que j'ai pu vivre aussi parce que personnellement j'ai travaillé pas mal en start-up, et c'est vrai que la start-up elle a pas, on va dire, elle a pas le luxe de pouvoir se contenter de ce qu'elle a en fait. Elle est toujours obligée d'aller à la recherche de choses, d'aller découvrir de nouvelles choses pour se faire sa place sur le marché, forcément pour avoir de nouveaux clients, pour augmenter sa part de marché et son bénéfice tout simplement. Et du coup ça passe par quelque chose
peut-être que les grandes entreprises ont un petit peu plus de mal, on va dire, ça va être le changement, changer ses process. Ça, c'est quelque chose qui ne plaît à personne. Même en start-up, pour y avoir vécu, quand on a l'habitude, enfin, on s'habitue à un logiciel, quand on nous dit, finalement, on va le changer parce que celui-là, il marche pas, parce que voilà, ça, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça du tout. Personne n'aime ça parce que le cerveau, forcément, il est confort dans ses petites habitudes. Mais après, c'est vrai que ça peut quand même valoir le coup d'aller jeter un coup d'œil sur qu'est-ce qui se fait à côté. Ça veut pas dire qu'une entreprise curieuse doit changer ses process tous les 15 jours juste pour dire qu'elle est innovante. Voilà, faut que ça ait un réel intérêt. Mais effectivement, si on va dire des process qui ont maintenant 10, 15, 20 ans, faut se poser la question. Voilà, et je pense qu'il faut commencer à se poser un petit peu la question. Donc ça pour moi ça serait des choses qui sont, on va dire, assez classiques, voilà. Pour les choses un peu plus innovantes, on va dire pour les entreprises qui ont vraiment envie d'avoir ce positionnement là, de se faire voir en tant qu'entreprise innovante, il y a des choses qu'elles peuvent mettre en place assez facilement. Par exemple, je pense à des challenges qui vont aller vers d'autres communautés. Il y a plusieurs principes d'innovation et qui montrent aussi qu'une entreprise est curieuse, qu'elle a envie de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et un des premiers principes, c'est ce qu'on va appeler aussi l'open innovation. L'open innovation, je vais y arriver. Et en fait, c'est ce côté vraiment d'ouverture, d'aller à la rencontre de populations qui travaillent pas en fait dans l'entreprise, qui sont 100% out of the box. Et l'objectif, ça va être de voir, par exemple, des challenges étudiants. C'est une population qui est très digitale. Ils ont été les premiers à adopter en masse ChatGPT, forcément. on se doute pourquoi. Ça aide énormément dans les études. Mais c'est surtout une population qui est née avec ça. Enfin, je veux dire, qui n'a pas de réticence, de résistance face à ces nouveaux outils et qui aiment justement apprendre, à voir comment ça peut leur faciliter la vie au quotidien. Donc faire un challenge étudiant, ça peut être aussi s'ouvrir à des nouvelles propositions, à des nouveaux outils. Voilà, on n'a pas forcément le temps de faire une veille. On va déléguer un challenge à une entreprise et on va dire une entreprise X ou Y et on va dire vous allez me créer un challenge sur cette thématique-là pour me permettre à la fois d'aller repérer pourquoi pas des nouveaux talents, d'aller repérer des nouveaux outils que je pourrais mettre en place, de m'aider dans le développement de nouveaux process, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Et puis en plus, ça fait une petite pub en même temps. Une petite pub marque employeur. Ça motive. Ouais, c'est ça. Et puis c'est une belle image aussi pour l'entreprise de montrer qu'ils sont proches de la nouvelle génération, qui sont innovants. On va pas se mentir, c'est du win-win aussi. Une entreprise qui est innovante et curieuse, c'est une entreprise qui va attirer des talents. Je connais, pour travailler énormément en école, je connais peu d'étudiants qui me disent non, moi je veux rester dans une entreprise qui est bloquée dans ses process depuis longtemps. Voilà. Je ne veux absolument pas apprendre à utiliser ChatGPT. Je trouve que Word, c'est très bien. Personne dit ça. Voilà. On est d'accord. Il y a au-delà de juste le côté un peu image de l'entreprise, il y a un véritable intérêt derrière pour une entreprise à être curieuse. Il y a un intérêt économique, c'est pas compliqué. Une entreprise qui va pas essayer de s'améliorer, je ne donne pas très très longtemps pour être dépassé par un concurrent qui lui va vouloir tout faire pour acquérir des nouvelles parts de marché. Donc en vrai, c'est pas vraiment une option d'être curieux, d'être innovant pour les entreprises. Et en fait, pour moi, il y a deux autres signes qu'une entreprise est curieuse. On va dire deux autres choses qu'elles peuvent mettre en place et qui, là par contre, sont, on va pas se mentir, un petit peu plus costauds à mettre en place, mais qui sont quand même des choses assez intéressantes. On va dire déjà la première chose, pour moi, c'est le pôle intrapreneuriat. Je sais pas si ça vous parle. Ça parle. Ça vous parle? Concrètement pour toi, pas pour vous. En fait, pour moi, ça serait de voir comment est-ce qu'une entreprise peut se dire on va essayer d'aller développer de nouveaux projets et on va essayer de les développer en interne.
On a des compétences en ceci, en cela, et après on peut utiliser différentes méthodologies d'innovation pour essayer d'aller mixer un petit peu tout ça, incrémental, etc. Enfin voilà, c'est des méthodes d'innovation qui sont connues sur le marché, quoi. Et l'idée c'est après de dire on va essayer d'aller monter une entreprise, on va aller motiver nos salariés en interne pour aller créer une espèce de petite succursale ou voilà, un nouveau projet à côté. Et en fait, je pense déjà sincèrement que les salariés, ils sont hyper motivés pour faire ça. Non, je sais pas vous, hein, mais voilà, créer quelque chose de nouveau, voilà, ça plaît quand même à pas mal de monde. Tout le monde n'a pas forcément l'âme entrepreneuriale à se dire bon voilà, je vais arrêter mon CDI, ma stabilité pour aller monter quelque chose de nouveau. Enfin, c'est pas voilà, les deux sont très bien, avoir sa boîte ou être en CDI, il y a pas de jugement de valeur, mais tout le monde n'a pas forcément l'âme entrepreneuriale, mais ou n'a pas forcément le courage ou la possibilité de faire ça, hein, tout simplement. C'est pas qu'une question de courage, c'est une question de possibilité, mais par contre, il y a peut-être des personnes qui ont cette petite seed, cette petite envie, cette petite graine d'entrepreneuriat qui tourne au fond dans leur petite tête, et ça peut être un bon moyen pour combiner ces envies-là et montrer aussi qu'on a envie de se développer ailleurs sans avoir quitté l'entreprise. Donc pour une boîte, je pense que ça peut être assez intéressant d'avoir un petit pôle intrapreneuriat où on délègue un peu de temps aux salariés pour développer de nouveaux projets. Et puis qui sait, ça se trouve un des projets, c'est peut-être le futur de Tesla, hein, on sait jamais. Voilà. Et le dernier point, donc là pour moi on est encore un niveau au-dessus, ça serait les investissements. Après une entreprise, alors là bien évidemment on parle pour des boîtes qui commencent à avoir un petit peu de moyens financiers, mais pourquoi pas créer un mini fonds d'investissement et d'aller miser sur des startups externes peut-être là pour le coup, et de dire voilà, on a envie de voir pousser tel ou tel type d'idée. On n'a peut-être pas forcément, pour le coup toutes les entreprises n'ont pas forcément le temps Ouais, alors si on fait de l'investissement, en général, c'est qu'on a plutôt les moyens, mais peut-être pas forcément le temps, ou la masse salariale, ou la partie RH qui suit peut-être pas forcément, ou c'est peut-être pas une envie en interne de créer un pôle intrapreneurial. Mais ça peut être effectivement quelque chose d'intéressant d'avoir un petit fonds d'investissement et de se dire, voilà, j'ai repéré 2, 3, 4 startups, je vais peut-être pas créer mon incubateur, mais ça me permet d'aller me développer ailleurs, et puis surtout, du coup, il faut aller les repérer, ces startups. Il faut faire de la recherche. Il faut s'impliquer aussi dans leur développement. Tout à fait, il faut s'impliquer dans leur développppement, et puis là, ça vous force à être curieux. Hein. Il y a pas le choix, quoi. Ça vous force à être curieux. Et enfin voilà, et juste pour terminer là-dessus, je vais reparler un petit peu de mon expérience personnelle. Moi, j'ai été en start-up pendant 8 ans et demi. Donc à la fin la startup était plutôt une petite PME, on va pas se mentir, mais j'ai commencé dans un incubateur, dans une seule pièce, voilà. Et en fait, j'étais hyper curieuse à l'époque, et il fallait tout faire. Voilà, fallait tout faire. Et je trouve qu'on n'est jamais autant curieux que quand il y a quelque chose à recréer, en fait. Et c'est vrai que au bout d'un certain temps, au bout de 8 ans et demi, même si les missions avaient évolué, la boîte avait pris une autre tournure, une autre structure, et forcément il y a eu d'autres missions qui sont arrivées au fur et à mesure, mais je sentais que c'était pas forcément de l'ennui, mais il y avait plus de curiosité en moi. Je connaissais mon taf, je le connaissais par cœur, je pouvais le faire les yeux fermés, de nuit, de dos, c'était je faisais mon boulot, je le faisais bien, j'étais payée pour ça, c'était cool, mais il y avait plus ce côté exciting, le petit côté un peu piment, quoi. Et puis quand j'ai décidé, parce que la graine entrepreneuriale avait bien germé dans mon cerveau pendant plusieurs années, et puis quand j'ai décidé de monter ma boîte, c'est là où je me suis dit en fait j'ai pas le choix d'être curieuse, j'ai pas le choix, c'est une obligation en fait. Maintenant je suis sur le marché, je suis toute seule, je suis obligée d'y aller en attendant que ça prenne un peu plus d'envergure, et du coup je me suis mise à faire plein de recherches sur plein de choses, sur toutes les nouvelles technos, sur l'IA, sur la création de sites web, sur le Web 3, sur le growth marketing, sur l'automatisation, et honnêtement, ça c'est pour moi presque un conseil. Je sais pas si ça peut, j'ai pas pour pour but potentiel ou c'est pas vraiment de but, mais j'ai pas. Mon objectif c'est pas de dévoiler
des vocations pour certaines personnes, voilà. Mais c'est vrai que ça a été quelque chose qui m'a permis d'être extrêmement curieuse de monter cette entreprise là et d'aller vers et de me former surtout en très peu de temps en fait, parce que quand on est motivé à être curieux, en fait c'est ça le plus dur, quand on est motivé à être curieux, ça s'arrête plus. Oui, et surtout ça va vite. En fait, ça va vite, on a l'impression, moi j'étais pas du tout dans les nouvelles techno quoi à la base. Mais vraiment, il y a 5 ans de ça, si vous m'aviez vu, j'étais au contraire plutôt dans la réticence au changement. Non, c'est bon, ça va c'est très bien. Voilà. Non, peut-être pas moi, mais disons voilà, j'ai mes petits outils, je suis contente, ça se passe très bien avec, je vois pas pourquoi changer quoi. Et honnêtement, je sais que si ma boîte les anciens collègues s'ils voient aujourd'hui qu'est-ce que je fais aujourd'hui, ils peuvent se dire mais c'est pas la même Laetitia, c'est pas possible, ce n'est pas la même personne quoi. Mais parce que en fait la motivation ça change tout et honnêtement quand on voit que c'est pas si compliqué que ça de se former, que ça prend pas non plus des années, on acquiert très vite de nouvelles compétences et c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, pour les entreprises qui ont pas envie de perdre leurs salariés, juste pour revenir rapidement là-dessus, un petit pôle intrapreneuriat, ça peut permettre de remotiver et en même temps de garder ses salariés quoi. Donc voilà, juste pour résumer, pour moi les signes d'une entreprise curieuse, les formations au plus simple, les challenges étudiants, les investissements potentiels et un pôle intrapreneuriat. Super, merci beaucoup Laetitia, c'était un partage hyper intéressant. Et du coup, vers la fin, on a déjà fait un petit lien avec la prochaine question que je vais vous poser. Aujourd'hui, vous dirigez un organisme de formation, tout à fait, et vous ciblez des étudiants, mais aussi des personnes qui sont en entreprise. Or, on sait que ces personnes-là, ils sont très prises par le temps, par les tâches qu'ils ont à gérer de leur job au quotidien. Comment est-ce que vous parvenez à faire en sorte qu'ils prennent du temps pour se former, pour s'investir sur le contenu que vous partagez, ou même pour aller plus loin? Alors là en fait c'est vrai que il y a plusieurs paramètres là dans ce que vous me demandez. En général quand je travaille avec des entreprises, déjà faut que ce soit une volonté de l'entreprise. Voilà, pour commencer, il faut qu'il y ait la volonté de l'entreprise, parce que les salariés des fois ils peuvent vouloir se former, après ils peuvent le faire avec leur compte CPF, personnel à côté. C'est pas ce que je fais, moi je le fais vraiment via les entreprises, donc ça va être des personnes qui vont être responsables d'innovation, qui vont me demander d'aller former sur certaines nouvelles techno, ou ça peut être les RH qui disent il y a des besoins en formation, etc., ou des managers pour leurs équipes, et ça va être ça. Donc déjà il faut quand même qu'il y ait une volonté de l'entreprise de former ses équipes. Ça c'est la première chose. En général, les salariés sont plutôt contents d'avoir une nouvelle formation qui, on va pas se mentir, est payée par l'entreprise. Du coup, ça touche pas leur compte CPF, donc ils sont contents. Et puis ils ont pas, en vrai, c'est plus ces démarches administratives, à faire que les salariés n'ont pas envie de faire. Ils savent pas forcément comment utiliser le compte, c'est compliqué, blablabla. Donc ils sont bien contents quand c'est l'entreprise qui prend cette partie-là en charge. Voilà, plus que le côté financier, il y a vraiment aussi le côté administratif qui plaît bien. Donc il faut déjà que l'entreprise ait envie d'aller plus loin là-dessus et de se lancer dans cette partie-là. Après, les salariés, eux, si c'est des formations qu'ils ont choisies, alors moi je me souviens, il y a des boîtes aussi qui disent on a 4-5 formations différentes, vous vous inscrivez à celle qui vous plaît. C'est mieux que d'imposer. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant, parce que même si en ce moment on parle beaucoup par exemple de ChatGPT, l'IA et autres, vous savez que tout le monde n'a pas forcément l'envie de se former à ça. On n'en voit pas forcément l'intérêt. Je sais pas qui, perso. Peut-être que les personnes peuvent ne pas le voir, et donc c'est aussi un peu le rôle de l'entreprise de faire en sorte qu'ils comprennent comment effectivement, est-ce que ça peut être. Effectivement. Mais c'est vrai que d'imposer quelque chose, c'est toujours, alors là, pour le coup, la réticence au changement, quand vous l'imposez, elle est assez complexe. Mais je suis totalement d'accord avec vous qu'il faut quand même avoir une certaine ouverture d'esprit et de se dire, c'est une petite formation. En général, en plus, c'est des formations qui sont pas très longues, sur l'intelligence artificielle. Quand je parle d'intelligence artificielle, j'apprends pas aux gens à la coder, on apprend aux gens à l'utiliser avec les outils d'aujourd'hui qui sont extrêmement faciles d'utilisation. Honnêtement, une journée et demie, on en a fait déjà un tour assez complet, et après c'est de la pratique. Donc c'est comme le vélo, on peut apprendre la théorie, on fait pas mal de pratiques pendant les formations, mais après il faut l'utiliser, il faut le tester, c'est beaucoup de tests, beaucoup d'expérimentation, et forcément ça c'est hyper important. Et donc pour arriver
à motiver justement ces personnes-là, à les intéresser. Après c'est de la pédagogie, c'est des formes de pédagogie. Moi je suis pas mal sur le Learn with Fun. Essayer d'apprendre en s'amusant, donc on fait pas mal de jeux, des petits questionnaires, on fait de la gamification, celui qui aura le meilleur prompt, etc. Voilà, ça permet de celui qui va obtenir les meilleurs résultats, on donne un résultat, allez essayer de trouver le prompt qui a amené à ce résultat-là, celui qui est le plus proche. Pareil pour une image, on donne, enfin c'est des petits jeux comme ça qui par le test fait que la personne apprend au fur et à mesure. Moi je suis convaincue que il faut apprendre comme un enfant en fait. C'est-à-dire que quand on était petit, on apprenait par le jeu. C'était par le jeu et en fait, je sais pas qu'est-ce qui se passe entre le passage enfant et adulte. Et quand on est enfant, on vit pour apprendre. On veut apprendre plein de choses, on veut faire. Voilà, moi je vois mon petit là qui c'est moi tout le temps quoi. Il veut faire, il veut apprendre, il veut tester et tout. Et en fait, il est hyper curieux. Et les enfants par nature sont curieux. L'être humain par nature est curieux. Mais il y a quelque chose qui est cassé. Et je pense sincèrement que ce qui est cassé, c'est dans le mode d'apprentissage, qui est pour le coup et c'est dommage parce que ça a même un mot péjoratif. C'est trop scolaire. Scolaire ne devrait pas être péjoratif. Ça devrait être synonyme de curiosité, de motivation. Alors que voilà, on a appris pendant X 10, 15, 20 ans à être assis sur une chaise et puis à écouter, voilà, c'est pas très très fun. Donc c'est vrai que dans les formations, moi j'essaye de réintégrer ce jeu. J'essaye aussi de faire en sorte que les formations soient par bloc avec des pauses. Voilà, que ce soit des formations aussi assez courtes. Il n'y a pas besoin d'une semaine pour savoir utiliser ChatGPT. Il faut que ça aille aussi droit au but. Pas de blabla. Voilà, pas de blabla. Alors, désolé pour peut-être que ceux qui écoutent là en ce moment ils se sont dit il y a trop de blabla. Mais là malheureusement il n'y a pas d'image donc je peux pas faire en ce moment. Mais voilà, pas trop de théorie quoi. Enfin, je veux dire, encore une fois, pour apprendre ChatGPT, il faut avoir certaines bases. Faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un token et combien de tokens peut lire la version 3.5 et la version 4 pour essayer de voir à peu près qu'est-ce qu'on peut écrire et qu'est-ce qu'on peut donner, mais ça s'arrête là. Enfin, j'ai pas forcément besoin de refaire tout le code de ChatGPT pour expliquer aux gens comment écrire un prompt. Donc voilà, c'est trop de théorie, je trouve que ça tue énormément l'apprentissage. Il faut aller sur un peu des jeux avec des quiz, des petits tests et tout, et puis après ça marche plutôt bien. Et ce qui fonctionne honnêtement, enfin moi mes formations elles marchent en école pour des étudiants et en entreprise. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est du pratico-pratique. C'est pratico-pratique. Ok, t'as tel cas d'usage, tu veux utiliser ChatGPT pour, écrire des mails plus formels. Bon bah voilà, ça c'est le prompt que tu dois écrire pour y arriver. Voilà, c'est pratico-pratique. T'en ressors, tu sais comment tu vas l'utiliser demain ou cet après. Voilà, dès le lendemain au travail. Ouais. Et je pense sincèrement que c'est ce que les gens veulent. Super, merci. C'est pas du blabla du tout, c'était passionnant. Voilà, bon, on l'a déjà un peu mentionné, dans vos formations, vous vous focalisez beaucoup sur l'apprentissage, de l'usage des nouveaux outils technologiques, IA, Web3, etc. Est-ce que vous avez déjà identifié quels sont concrètement les impacts que ces outils ont sur le quotidien des salariés et est-ce que ça leur permet d'être plus curieux? Oui, bien évidemment. Alors pour l'impact, honnêtement là pour le coup, les outils IA en impact, c'est très facile à voir, très facile à mesurer. Je pense que déjà la première chose, ce qu'il faut comprendre en termes d'impact pour la personne qui est formée à ça, c'est déjà d'être à niveau. C'est-à-dire que là, les outils IA, ils sont apparus en novembre 2022. Donc ils ont à peu près à date d'aujourd'hui un an et demi quoi. Ils ont vraiment été démocratisés hyper rapidement. ChatGPT fait partie, c'est l'outil qui a eu le plus d'utilisateurs en un minimum de temps. Je crois qu'en une semaine ils avaient 1 million d'utilisateurs. Donc c'est vraiment n'importe quelle entreprise rêverait d'une croissance pareille.
Mais ça a un effet, désolé, c'est un effet qui se coule. Parce que les personnes, pour justement avoir les deux, c'est-à-dire, je la vois, cette nouvelle génération là qui arrive sur le marché, et les différentes générations qui y sont aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en ce moment? En 2022, quand c'est arrivé sur le marché, il y avait quand même assez peu de formation IA. Aujourd'hui, les écoles ne me demandent quasiment que ça. C'est de l'IA partout. Ma formation Growth Marketing, est-ce que t'as mis de l'IA dedans? Oui, j'ai mis de l'IA dedans. C'est rassurant. Ta formation sur le Web3, est-ce que t'as intégré l'IA dedans? Oui, dans le challenge, il y a de l'IA aussi dedans. C'est IA. Donc autant elles avaient un peu de réticence à un moment sur les nouvelles technos, là il y a eu une petite réticence parce que dû à l'usage de ChatGPT en école, on va pas se mentir, il y a eu beaucoup de triches au début, mais elles ont compris très rapidement qu'en entreprise ça allait être demandé et ça allait faire partie des nouvelles fiches de poste. Et puis surtout un salarié qui sait bien l'utiliser va aller beaucoup plus vite, sera plus performant. Donc forcément, les personnes qui sont pas à l'école aujourd'hui et qui se forment pas, elles vont être en concurrence avec des gens qui vont utiliser ça au quotidien. Et ça, c'est hyper important. C'est pas une question de faire peur ou quoi que ce soit, c'est la réalité. C'est-à-dire que demain, là, vous avez, pas demain, aujourd'hui, il y a déjà des startups qui basent tout leur process, tous leurs salariés sur l'intelligence artificielle. On voit des personnes, alors il y a du vrai, il y a du faux, il y a à boire et à manger, mais on voit des personnes sur LinkedIn qui font des automatisations avec de l'IA pour acquérir de nouveaux clients, qui grandissent extrêmement vite. Et du coup, si on prend pas ce tournant-là, on va pas se faire remplacer par l'IA tout de suite. Ça va arriver, mais pas tout de suite. Enfin, ça va arriver, je ne sais pas, je prédis pas l'avenir, mais ça, potentiellement un jour ça peut arriver, c'est effectivement une peur que beaucoup de gens ont, mais en tout cas à date aujourd'hui, en 2024, il y a plus de chances que vous fassiez remplacer par quelqu'un qui sait utiliser ces outils-là que par l'IA en soi. Parce qu'il faut pas oublier que ces outils, ça reste encore des outils qui ont 1 an et demi, 2 ans même pas, 1 an et demi à date, donc il y a encore beaucoup de progrès à faire. Ça reste de très bons assistants, mais c'est pas eux qui vont faire le taf à votre place. Par contre, une personne qui sait bien les utiliser, il ira beaucoup plus vite en fait dans ses missions. Et là, effectivement, c'est un petit peu plus dangereux à ce niveau-là, quoi. Par contre, il y a un truc qui est assez important à garder en tête, et on va dire que ça c'est les gens qui sont arrivés sur le marché de l'emploi avant l'IA et après l'IA, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. C'est-à-dire que, alors je parle aux millennials, les personnes qui sont nées dans les années 80-90 et génération d'avant X, si je me trompe pas. Nous on a eu quand même un énorme avantage, et pour moi c'est un énorme avantage, c'est qu'on est né avant Internet. Oui. On a eu la chance d'avoir connu la vie voilà, sans les réseaux sociaux, sans Instagram, sans Internet. Sans Internet, c'est cool. Voilà, c'est ça. Et honnêtement, c'est une vraie chance parce que en fait, on a entraîné notre cerveau à réfléchir. Moi, je me souviens, j'ai fait la fac, j'ai fait la Sorbonne. Forcément, j'avais pas le choix. Tous mes week-ends étaient passés à faire la queue pour rentrer à Beaubourg à 10h le matin parce que ça ouvrait à 11h. Voilà, c'était mes week-ends étaient à Beaubourg, c'était pour moi mon centre de connaissances. Quand Google est arrivé, c'était très sympa parce que mais ça allait pas aussi loin que les livres. Il y avait pas toutes les informations qu'on pouvait trouver dans les livres sur Google dans les débuts, quoi. Donc oui, forcément, on utilisait Google au départ pour tricher, mais ça allait pas très très loin. Et il fallait quand même réfléchir. Et après, plus il y avait une masse d'informations sur Internet, plus après il fallait sélectionner. Mais il y avait encore cette réflexion-là, en fait, d'aller chercher la bonne info, d'aller la vérifier, d'aller voir des livres, d'aller lire des livres. Voilà, ce genre de choses. Et ça c'est quelque chose que perdent assez violemment la génération qui a découvert l'année dernière ChatGPT. Qui est née déjà dans ça. Ouais, qui est née dans ça, et surtout, ça fait un petit bouton switch off. Ah bah tiens, j'ai plus besoin de mon cerveau. C'est bon, je peux l'éteindre et je peux l'occuper avec du divertissement. 100% divertissement, voilà. Maintenant, ChatGPT le fera pour moi. C'est ça. Sauf qu'en fait, non, le candidat idéal pour une entreprise, c'est celui qui c'est quand ChatGPT parce que des fois il hallucine, on va pas se mentir, c'est comme si des IA de temps en temps partent un peu voilà, de leur côté, et sans vraiment faut savoir faire le tri. Voilà, faut savoir faire le tri, et puis surtout faut savoir continuer à réfléchir en fait.
savoir se dire, bon, bah, j'ai ces informations-là, ok, très bien, mais est-ce que mon prompt était bon? Est-ce que je peux pas aller plus loin? Est-ce que je peux pas faire quelque chose de plus original? C'est une bonne base de brainstorming. C'est un bon brouillon, mais faut pas s'arrêter. C'est même un brouillon et une base. C'est ça, faut pas s'arrêter là, en fait. Faut aller quand même plus loin. Et puis surtout, alors le brouillon, il est vraiment, on va dire, limité si vous savez pas utiliser l'outil, hein. Si vous savez pas créer un bon prompt, le brouillon va être très très vite limité, hein. Tout le monde va avoir les mêmes réponses que vous, à peu près, à 80%. Vous n'allez pas aller très très loin avec ces idées-là, quoi. Mais par contre, la personne qui n'a pas la flemme de réfléchir, on va pas se mentir, c'est ça, hein. n'a pas la flemme de faire l'effort de travailler, de se poser, parce que une réflexion, c'est le fait de revenir sur sa pensée, hein, donc ça demande un effort pour le cerveau, et ce côté-là, de faire un effort. Parfois, on va avoir des personnes qui vont trouver que c'est beaucoup plus simple de juste laisser ChatGPT le faire. Donc il faut arriver, pour moi, pour que l'impact soit réel, que cet impact des nouveaux outils soit réel, il faut quand même garder cette capacité à réfléchir et en même temps savoir utiliser correctement ces outils-là. Et là, vous avez un potentiel. Là, c'est un potentiel qui est vraiment dingue, quoi. Ouais, qui est vraiment immense. Merci. Merci Laetitia. Bon, on a beaucoup parlé de formation, on a parlé d'entreprise. Via Educatia, vous voyez beaucoup de formations dans des contextes différents, des entreprises françaises. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, les entreprises françaises valorisent la formation? Est-ce que c'est un élément essentiel pour eux? C'est une bonne question. Merci. Alors, ouais, je pense on peut pas mettre toutes les entreprises dans le même panier, hein. Forcément, il y en a qui la valorisent plus que d'autres. Je pense que ça pourrait aller plus loin. On est déjà sur il y a quand même en France des principes et des systèmes qui sont mis en place qui sont assez intéressants. Maintenant, c'est aussi extrêmement complexe à mettre en place, hein, une formation. Alors, on peut vite s'y perdre entre CPF, Calliope, tous ces trucs-là. Je pense que honnêtement en France déjà il faudrait simplifier un petit peu tout ça. Mais je pense déjà toute l'administration en France, on va le simplifier. C'est pas que là-dessus. Voilà, on pourra en discuter et là il faudra prévoir 2 ou 3 rendez-vous. mais effectivement, je pense que déjà si c'était simplifié, peut-être que les entreprises s'y mettraient un petit peu plus. Après il y a ce côté, il y a une image qui est très drôle et mais très réelle, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se disent j'ai pas le temps. Et en fait, si vous allez regarder sur internet et que vous tapez homme préhistorique roue carrée, vous allez tomber sur une image où vous voyez des hommes préhistoriques qui sont en train de pousser un chariot avec des roues carrées. Et il y en a 2 autres derrière qui arrivent avec une roue ronde et qui disent attendez, on a cette solution là pour vous. Et les hommes devant qui poussent le chariot avec les roues carrées disent non, on n'a pas le temps. En gros, la formation c'est ça, on a souvent la tête dans le guidon. Alors moi j'étais en start-up, je vous raconte même pas, le guidon, il était intégré à mon visage. C'est le guidon. J'étais le guidon. C'est ça. Donc et pour se poser 2 minutes et avoir le temps de dire ok, sur quoi est-ce que je pourrais être plus efficace et autres. Quand on a des dossiers qui s'empilent sur la table, on se dit je vais déjà finir ça en premier. Le problème c'est que t'as toujours un autre dossier qui arrive, quoi. Et peut-être dans tous les dossiers, il y avait le dossier formation qui vous aurait permis de régler tous ces dossiers-là peut-être 3 fois plus rapidement. Mais il faut juste à un moment donné se dire ok, je vais arrêter le chariot carré, je vais me prendre 1 heure, je vais retirer les roues, mettre les autres, et puis dans ce coup je vais avancer beaucoup plus vite, quoi. Mais c'est vrai que souvent les entreprises elles se disent ça va avoir ça va prendre du temps à mettre en place, va falloir après faire le temps de la formation, donc elles imaginent forcément des formations qui peuvent être très longues, alors que des fois c'est une demi-journée, une journée et demie, c'est pas forcément sur une semaine entière, hein. Donc je comprends que c'est un coût salarial, hein, pour l'entreprise, mais ça a aussi pas mal de bénéfices après derrière. Et en fait il y a une autre il y a autre chose de latent, de caché aussi au fait que souvent il n'y a pas trop de formation en entreprise, c'est on attend un résultat, un impact immédiat. En
en fait tout à l'heure vous avez posé la question de l'impact et en fait il faut vraiment c'est une erreur parce qu'il faut vraiment comprendre que il n'y a pas forcément un retour sur investissement qui va être immédiat. Une formation va pas vous permettre de décrocher 15 clients le lendemain tout de suite. Il faut comprendre que la formation aussi c'est déjà comprendre des nouveaux principes, après les intégrer, ça prend du temps, le cerveau humain prend aussi son temps, après il faut les mettre en place, donc il faut avoir de la patience. Une entreprise curieuse, c'est aussi une entreprise qui est patiente, qui a besoin d'y aller petit à petit, et qui est régulière. Il faut qu'il y ait du suivi. Le côté un peu pernicieux, ça peut être de dire j'ai formé mes salariés à ChatGPT, c'est bon, maintenant j'attends tel objectif, ceci, cela, mais en fait s'il n'y a pas un suivi derrière, mais après là c'est aux managers aussi de reprendre leur rôle, aux entreprises de les accompagner pour dire comment est-ce que je peux suivre mes salariés là-dessus. Donc il faut de la régularité, il faut du suivi, et c'est pas une formation une fois dans l'année. Peut-être qu'il faut un accompagnement aussi derrière, peut-être demander aux formateurs de revenir 1-2 semaines après, de voir comment ça a été mis en place, de proposer des conseils, etc. Souvent formation et conseils c'est lié, hein. Et voilà, donc pour moi ça fait partie des choses qui sont aussi à prendre conscience en fait, que c'est quelque chose qui est pas sur le court terme, voilà. C'est un investissement aussi sur le long terme. Il faut qu'une entreprise qui est curieuse ait envie de faire cet investissement-là. Et après, quand je dis sur le long terme, c'est pas non plus sur 10 ans, hein, mais ça peut être sur quelques semaines, quelques mois. Enfin voilà, mais il faut avoir envie de faire monter en compétence ses salariés, quoi, et d'investir en eux. Et je pense que plus une entreprise investit dans ses salariés, et plus les salariés sont contents de rester. Complètement. Je suis complètement alignée avec vous, Laetitia. Merci énormément pour ce partage qui était passionnant. Avec plaisir. Merci à vous. Une dernière question. Est-ce que il y aurait quelqu'un, est-ce que vous avez une suggestion de quelqu'un que vous aimeriez bien écouter parler du thème de la curiosité? Alors j'ai pas réfléchi à cette question. Quelqu'un dont j'aimerais bien. Alors moi j'ai une personne en tête. Il s'appelle Wissem Echi. Il est extraordinaire en termes de nouvelles idées. Ça fait partie des personnes qui ont 1 milliard d'idées à la seconde, qui ont cette capacité à gérer vraiment plein de projets et à les mener à bien, et qui est extrêmement curieux. Donc voilà, pour moi ça serait quelqu'un qui serait vraiment top là-dessus. Il a monté sa boîte de conseil qui s'appelle Résonance. Et voilà, il a 1 milliard d'autres projets en plus, et il est extrêmement curieux, il est à l'affût de plein de nouvelles choses. Franchement, ça serait quelqu'un que j'aimerais bien écouter sur ce sujet. Voilà. Bon, merci beaucoup Laetitia. Merci à vous de m'avoir accueilli ici et puis de m'avoir écouté.